Qui a dit que l'actualité devait ressembler à ça? Bonjour, bon dernier jour de la semaine. À ce chapitre, le premier ministre a rappelé l'opposition. La grille au centre-ville. Pas nous. Au 104.7 Outaouais, on parle de ce qui vous concerne parce que ce midi, c'est vos affaires. Avec Eve Millette et ses collaborateurs. Bonjour, il est midi, samedi 24 février. Merci de choisir le 104.7 Outaouais. On vous accompagne pendant votre dîner. Textez-nous tout au long de l'émission au 104-77. Aujourd'hui, en manchette. 24 février, ça fait aujourd'hui 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Justin Trudeau, en visite à Kiev, a annoncé une aide supplémentaire de 2,7 millions de dollars à l'Ukraine. La ville d'Ottawa est toujours en attente d'une contre-offre d'achat de la part du gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui veut piétonniser la rue Wellington située juste en face du Parlement. Et finalement, le sujet du jour que vous avez choisi dans le courrier recommandé, qu'advient-il maintenant de la mairie de Gatineau à la suite du départ de Madame France Bellil jeudi? Accompagnée de mes très chers collaborateurs, notre chroniqueur Émile Dufour est avec nous. Bon midi tout le monde, ça va bien? Ça va bien? Ça va midi. bien. Notre journaliste Victoria Chartier aussi. Bon midi à vous. Bon midi. Aujourd'hui, un titre d'article assez fort a capté mon attention ce matin dans le journal Le Droit. Si vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir votre journal régional, je le lis pour vous. Avoir peur de son accent franco. Bon, déjà, titre assez puissant à travers lequel, moi, je me reconnais et je sais que plusieurs franco-ontariens vont s'associer aussi. En fait, c'est Annette Boudreau, une sociolinguiste et professeure à l'Université de Moncton, qui s'est associée aux presses de l'Université d'Ottawa et qui a fait paraître son tout dernier livre, Insécurité linguistique dans la francophonie, qui met justement de l'avant les jugements qu'on pose sur la langue française dans sa manière d'être parlée. Et bon, je voulais vous entendre, mes collaborateurs, sur d'abord votre appartenance à notre langue, mais aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir jugé ou peut-être même stigmatisé en raison de votre parler, Émile? Ben là, moi, vous me connaissez, les filles. Je viens du Saguenay, pour les auditeurs à la maison qui ne savaient pas. Et au Saguenay, on a un accent qui chantonne quand même. Ça passe pas inaperçu. Puis quand j'ai déménagé, en fait, à Montréal pour aller à l'université, en fait, on m'a souvent reproché mon accent ou questionné, en fait, sur la signification de certaines expressions que je disais. On te le dit comme quoi, mettons? Ben, tu sais, mettons, quand je dis... c'est sûr. Ah, ça, c'est vraiment saguenéen. J'avoue que ça ressort. Mais ben, ça ressort quand même. Du jugement? Tu t'es senti je me suis jugé, persécuté. Puis j'ai senti que je devais aussi me conformer à un français comme plus standard. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, bien, en fait, vous n'êtes pas seul, Émile, parce que selon le commissariat aux langues officielles, dans une étude faite par rapport aux fonctionnaires fédéraux, 40% des francophones disent éprouver un malaise quand ils parlent français sur un lieu de travail et souvent par peur d'être jugés. Alors, et moi, je suis très fière de parler français, mais en fait, Émile, t'es vraiment pas seul parce qu'il y a tellement de monde dans cette situation-là, puis c'est important d'en parler. Mais c'est quand même contradictoire parce que, tu sais, il faut protéger notre langue française. Puis au Québec, on a un peu on a des anglicismes, on a des manières de parler qui découlent d'autres choses qui font en sorte que des fois, notre français est perçu comme un peu moindre, là, ce qui n'est pas le cas, évidemment, mais on a quand même une certaine part de responsabilité dans la protection de notre langue. Bref, textez-nous, on veut savoir si vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous faire stigmatiser dans votre français parlé par texto sur notre messagerie texte au 104-77. Et on vous rappelle également que vous avez jusqu'à dimanche pour participer au concours La Virée en Outaouais et courir la chance de gagner un certificat cadeau de 50 $ à la boutique Habitude, située sur le boulevard Saint-Joseph, ici à Gatineau. Pour participer, c'est tout simple. Rendez-vous sur la messagerie texte au 104-77. On veut savoir quels sont vos coups de cœur dans les produits offerts à la boutique. Si vous écoutez d'une oreille un peu inattentive, là, ne vous inquiétez pas. La question se trouve également sur notre site internet au 104.7 Outaouais. Et vous avez jusqu'à demain, dimanche le 25 février, 23h59 pour participer. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à l'émission lundi à midi tapante au retour de la fin de semaine. Cette semaine, France Bellil, l'ancienne mairesse de Gatineau, a dénoncé à la suite de sa démission un climat de travail toxique au conseil municipal. Elle a mentionné de l'intimidation qu'elle a subie notamment sur les réseaux sociaux. Elle a même été victime de menaces de mort. C'est des choses qui sont graves. Et on est des élus qui manquent de ressources, des élus qui ont de la difficulté à gérer la pression qui leur est imposée. Et là, me direz-vous, eh bien, c'est ça la politique. On a juste besoin de 2 affaires, c'est du sang-froid et une tête assez bien vissée. Merci sur les épaules. Eh bien, à ça, j'ai envie de répondre. Et si on n'était pas obligé de penser la politique comme ça? Mais surtout,
Si nous, on était gagnants en tant que société à concevoir la politique autrement. Dans la dernière semaine, ça a été énormément mis de l'avant sur la place publique. Les femmes ont plus de difficultés à entrer dans la sphère politique et à faire leur place que les hommes. Et depuis, il y a une certaine effervescence qui se fait sentir dans la région, mais aussi partout à travers la province. On a des élus, et en particulier des femmes, là, qui sont tannées de ne pas être prises au sérieux, de se faire manquer de respect, de se faire infantiliser. C'est grave ce qui se passe, c'est vraiment un cri à l'aide et ces femmes-là mérite d'être écoutée. On pourra dire ce qu'on veut des actions qui ont été posées ou non par l'ancienne mairesse Belle-Île. Peut-être a-t-elle contribué, en effet, à un climat toxique, peut-être que non. Mais en ce moment, avec cette dénonciation-là, cette femme représente quand même toutes les mairesses et les femmes politiques qui ont subi des inégalités de sexe dans leur carrière politique. C'est important de le rappeler, c'est important d'en parler et je suis fière que ces discussions-là s'enclenchent à Gatineau parce que quand un homme parle fort et établit ses idées de manière tranchée, directe, peut-être même se fâche, collectivement, on est plusieurs à genoux à crier au sens du leadership et quand on a une femme comme Mme Belle-Île qui affirme ses idées, manifeste du mécontentement, on accuse cette femme de contribuer à un milieu de travail malsain. On a collectivement oublier de réfléchir à cette tendance à juger de manière excessivement critique les décisions et les manières de penser de ces femmes-là. Ça doit cesser. Et je ne dis pas qu'on devrait tout pardonner aux femmes en politique pour le simple fait qu'elles sont des femmes. Au contraire, je pense que ça dénature le propos lui-même. Mais de prendre conscience tous ensemble qu'on est devant des inégalités flagrantes, c'est simplement cette manière de réfléchir qu'on doit questionner. Puis je pense que le départ de Mme Belle-Île, c'est une chance en or qui s'offre à nous et qui doit nous inciter finalement à se poser des questions sur le traitement des femmes en politique, mais peut-être même dans tous les rôles de pouvoir ou de gestion dans lesquels on retrouve des femmes qui se font insulter parce qu'elles osent, là, je vais mettre « osent » entre très gros guillemets, mais elles osent confronter des idées préconçues. Ouvrons le discours, parlons-en et conscientisons-nous sur cet enjeu. Il est présentement 12h06, presque 7, Victoria. Alors, tout d'abord, la ville d'Ottawa attend une contre-offre de la part du gouvernement fédéral pour l'achat de la rue Wellington à Ottawa. En effet, la rue Wellington, qui est une artère principale du centre-ville d'Ottawa, qui a fait beaucoup jaser car elle a dû être fermée pendant près de 1 an suite au convoi des camionneurs. Le gouvernement fédéral souhaite prendre le contrôle de cette rue pour la transformer en rue piétonne. Il avait offert il y a 1 an à la ville d'Ottawa une compensation financière pour garder la rue fermée, ce que la ville avait refusé. La fermeture de cette rue pourrait créer une pression sur les infrastructures actuelles d'autobus et de cyclistes. La ville espère que les efforts actuels pour modifier les habitudes de déplacement des citoyens vont venir compenser cette possible fermeture. Reste à voir si le gouvernement et la ville vont s'entendre dans les prochains jours. C'est vrai que la piétonisation des rues devient de plus en plus populaire dans plusieurs villes. À voir si Ottawa va vouloir embarquer le pas dans cette tendance. Maintenant, Michel Trudeau, un citoyen d'Ottawa qui milite pour des causes linguistiques, a obtenu un gain de cause. Oui, le juge Peter G. Palmy a condamné l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto à payer 6 500 en dommages et intérêts à ce franco-ontarien. Michel Thibodeau, depuis 2016, a déposé des centaines de plaintes auprès de différents aéroports et au commissariat aux langues officielles en affirmant que celles-ci ont failli à leur tâche d'afficher et d'offrir des services dans les 2 langues. La AGT reconnaît avoir enfreint la loi sur les langues officielles dans certains aspects du dossier et avoir mis en place des mesures pour y remédier. Maintenant, la présidente de l'organisme leadership féminin Prescott Russell affirme que la place des femmes en politique a pris du recul depuis le départ de France Belle-Île. Oui, Marie-Noëlle Lantier milite depuis plusieurs années pour l'égalité des sexes dans l'Est ontarien. Elle a affirmé être déçue et triste du départ de Mme Belle-Île. Elle croit que les raisons évoquées par la mairesse, soit un climat malsain, toxique, vont décourager les femmes à se lancer dans l'arène. Elle espère que le cri du cœur de la mairesse va déclencher une prise de conscience sur la manière dont les femmes sont traitées en politique. Et justement, j'en ai parlé en début d'émission, la situation des femmes en politique, c'est inquiétant. Maintenant, passons à la visite de Justin Trudeau en Ukraine pour commémorer la 2e année de l'invasion russe. Oui, il a pris cette opportunité pour signer un accord de sécurité bilatéral entre le Canada et l'Ukraine de 2,7 milliards de dollars. Il était accompagné de divers leaders et diplomates internationaux pour en faire l'annonce. L'accord comprend 320 millions de nouvelles dépenses militaires ainsi que 2,4 milliards de prêts qui vont être accordés par le Fonds monétaire international. Les pays occidentaux ont eu de la difficulté dans les derniers mois à accorder de l'aide financière et militaire à l'Ukraine, ce qui a bien évidemment frustré le président Zelensky. Et pendant ce temps, l'armée russe a gagné du terrain. Le gouvernement de Justin Trudeau s'est souvent fait critiquer de ne pas accorder assez d'aide à l'Ukraine, pays qui est dans une situation extrêmement précaire. De plus, l'aide promise par le Canada n'est pas encore totalement livrée dans les mains de l'armée ukrainienne. Reste à voir si l'aide annoncée aujourd'hui va satisfaire les besoins du président Zelensky. Et finalement, le corps de l'opposant russe Alexei Navalny a finalement été remis à sa mère aujourd'hui.
Oui, Alexis Navalny, décédé il y a 8 jours maintenant dans la colonie IK-3 russe située au nord du cercle polaire arctique. La famille de l'opposant avait demandé à maintes reprises que sa dépouille lui soit remise, ce qui avait été refusé par le Kremlin. On ne sait pas encore si les funérailles de Navalny seront publiques ou secrètes. L'Occident accuse les autorités russes d'avoir tué volontairement Navalny en détention. Les circonstances entourant sa mort restent nébuleuses pour l'instant. Il est midi presque 10. Émile, tu nous as déniché la nouvelle insolite. Et si je vous disais que Québec solidaire n'était pas l'institution la plus woke au monde, que me diriez-vous? Je n'y croirais pas. Eh bien, attachez vos tucs, vos chapeaux, vos casques de moto, parce que non, c'est l'intelligence artificielle de Google qui a été classée comme étant le plus woke et qui a dû être suspendue parce qu'elle générait trop d'images sous-représentant les personnes blanches. D'après moi, les oreilles de Mathieu Bocoté viennent de sciller. D'après l'article publié par Radio-Canada, l'IA de Google appelée Gemini générait automatiquement des personnes de couleur lorsqu'on lui demandait de nous montrer des reconstitutions historiques d'anciens vétérans de guerre, par exemple, ou de rois de France, ce qui a fait l'objet de plusieurs plaintes des utilisateurs. Il a donc été suspendu pour son excès de wokisme. Vous êtes toujours à l'écoute du 104.7 Outaouais, ici même à Gatineau. Il est présentement 12h10. On en parlait en début d'émission. On veut savoir si ça vous parle, vous aussi, les auditeurs, l'insécurité linguistique, cette tendance au jugement du parler des francophones. Textez-nous au 104.77. On prend maintenant une courte pause, mais au retour, restez des nôtres parce qu'on reçoit le conseiller du district d'Aylmer et président du conseil municipal de Gatineau, Steven Boivin, pour discuter de la protection du patrimoine de la ville, plus particulièrement la protection du 674 chemin d'Aylmer qu'on connaît, qui ne cesse d'enflammer le débat au sein du conseil municipal. Vous ne voulez pas manquer ça. À tout de suite. Le quotidien de membre Fizz, c'est toujours plus de données en cadeau, plus d'économies sur votre forfait et vos données inutilisées qui passent au mois suivant chaque mois. Chez Fizz, vous en aurez toujours plus pour votre argent. Les conditions générales de nos différents programmes et politiques s'appliquent. Détails sur fizz.ca. Que l'Outaouais se lève, votre source Pour d'information. ceux qui se posent des questions, tu brûles ça à chandelle par les deux bouts? Peut-être. Mais quand je vais arriver au deuxième bout, je vais avoir fait ce que j'avais envie de faire. J'aurai pas la surprise de me faire pogner avant de faire ce que je voulais de faire. Ce qui arrive trop souvent. Puis j'espère que vous prenez ça puis que vous y pensez aussi juste un petit peu de temps en temps. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 104.7 Outaouais. Les nouvelles qui vous concernent, parce que ce midi, c'est de vos affaires. Il est 12h12. Merci d'avoir choisi le 104.7 Outaouais. On a eu plusieurs réponses sur la messagerie texte. On voulait savoir si vous aussi, vous avez déjà ressenti un certain malaise à vous exprimer en français qui découlerait d'une insécurité linguistique. On a plusieurs excellentes anecdotes sur la messagerie texte, il faut le dire, et on en discutera un peu plus tard. À Gatineau, on cherche à protéger les bâtiments patrimoniaux à risque de démolition. Et à l'automne dernier, le comité sur les demandes de démolition a finalement approuvé la démolition du 674 chemin d'Aylmer, tandis que les défenseurs du patrimoine martelaient qu'on devait préserver ce bâtiment-là. Mardi, le conseil municipal est passé au vote et l'égalité de 10 votes pour la démolition contre 10 votes contre la démolition met le conseil municipal dans une situation de confusion absolue. Que faire quand on arrive à un ex-aequo dans ce genre de débat? Pour en discuter, on accueille le conseiller du district d'Aylmer et président du conseil municipal de Gatineau, M. Steven Boivin. Bonjour, M. Boivin. Bonjour. D'abord, on sait que vous avez voté contre la démolition du bâtiment, donc pour la protection de ce patrimoine-là. Plusieurs disent que l'intégrité du bâtiment, de la maison historique, là, n'a de toute façon pas été préservée. On dit qu'elle est dans un mauvais état. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? En fait, c'est une situation qu'on commence à voir de plus en plus, là, c'est-à-dire des gens qui achètent des immeubles, le laissent dépérir et ensuite nous disent « Hey, regardez, notre immeuble est en mauvais état, il faudra le démolir ». Donc, c'est une pratique qu'on commence à voir de plus en plus au conseil municipal, puis c'est un peu... je pense pas que c'est un argument à ce stade-ci, c'est-à-dire que nous, quand on regarde les critères, évidemment, l'état du bâtiment, ça peut être un enjeu, ça fait partie des critères, mais je pense qu'il faut un peu contrer aussi cette espèce de tradition qu'on a des promoteurs de laisser dépérir des bâtiments pour ensuite en juger la pertinence de la protection du patrimoine.
Moi, je suis plutôt d'avis que la protection du patrimoine, c'est une vue d'ensemble, puis on se doit, comme élus qui représentent les citoyens et les citoyennes, de développer ce caractère unique-là qui est à Aylmer et son identité, puis je pense que ça passe notamment par le patrimoine bâti. Évidemment, mais la maison ne profite pas en ce moment d'une protection patrimoniale qui est précise. Elle n'est dans aucun registre. Pourquoi est-ce que vous tenez autant à protéger ce bâtiment-là en particulier? En fait, ce bâtiment-là n'est pas effectivement il n'est pas cité de façon patrimoniale par quelconque citation. Cela dit, une citation ne protège pas une maison. Ça demeure toujours un élément discrétionnaire des élus. Cependant, on est présentement en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. On est présentement en train de faire une étude pour citer les prochains bâtiments patrimoniaux et cette maison-là est ciblée par cette étude-là et fera partie des citations patrimoniales. Donc ça, il faut le considérer. Et deuxièmement, on a un service de l'urbanisme à la ville de Gatineau qui ne recommande pas la démolition car il accorde une reconnaissance patrimoniale forte. Donc, il faut prendre ces experts-là, prendre ça en compte et prendre une décision qui, selon moi, représente bien le souhait des citoyens et des citoyennes d'Aylmer, soit celle de protéger son patrimoine. Mais justement, selon le droit, habituellement, dans ce genre de situation-là, on rejette la résolution quand on est à 10 contre 10 puis qu'on n'arrive pas à une entente. Dans ce cas-là, on irait donc de l'avant là, avec la démolition du bâtiment. C'est quoi la suite des choses dans le dossier? Comment on va régler cette impasse-là, M. Boivin? Mais en fait, c'est que vous l'avez dit, lorsqu'on prend une décision au conseil municipal, si une résolution est à 10-10, elle est considérée comme rejetée. Cependant, ici, c'est particulier parce qu'il s'agit d'un appel d'une demande de démolition. Donc, c'est une résolution qui est particulière, c'est-à-dire que est-ce qu'on cherche à renverser, à confirmer ou infirmer la décision du comité de démolition. Dans ce contexte-ci, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé au Québec qu'on vote à 10-10 cette résolution-là. Et on a eu un cas, il n'y a pas moins de 2 mois, exactement pareil. C'est-à-dire qu'à Buckingham, complètement dans l'Est, on a un bâtiment qui a été en appel de démolition. On a voté à 10-10 et ça fait partie... ils sont en cours présentement avec un litige. Donc, nous, comme ville, on s'est dit, bon, la résolution du conseil, c'est cela, mais l'administration, comment il va mettre en œuvre ça? Est-ce qu'on va démolir la maison et ensuite se faire dire par la Cour qu'il ne fallait pas faire ça? Donc, proactivement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va déposer ce dossier-là également pour avoir un avis juridique et on va avoir donc une espèce de perspective globale de qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Donc, si vous me posez la question, j'ai pas la réponse et il n'y a aucun avocat au Québec présentement qui a cette réponse-là. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir un avis juridique sur la question et pour les prochaines fois qui risquent d'arriver peut-être, on saura quoi faire. La démolition du 674 chemin d'Aylmer permettrait quand même de construire 32 logements sur le terrain. La ville de Gatineau, là, je vous apprends rien, est présentement aux prises avec une crise de l'itinérance. On manque de logements. C'était même dans les priorités de l'ex-mairesse Bellil d'amener des solutions là, concrètes et rapidement dans le dossier. Est-ce qu'on a une alternative pour construire des logements qu'on a besoin en ce moment? Bien, je pense que la crise du logement, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la crise du logement en soi, il y a la crise du logement abordable. Donc, c'est pas parce qu'on construit, ça c'est scientifiquement prouvé, c'est pas parce qu'on construit plus de logements que les logements deviennent plus accessibles. Donc oui, on manque de logements, mais on manque surtout de logements accessibles. Et dans ce cas-ci, ce ne sont pas des logements abordables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un faux débat d'opposer la crise du logement ou la densification avec la démolition du patrimoine dans ce cas-ci, parce que c'est ce que nos services nous recommandaient, c'est que le terrain est assez grand pour à la fois préserver cette maison-là et construire les logements. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi veulent-ils démolir s'ils peuvent construire? Donc, la question qu'on se pose, c'est plus ça. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense qu'il faut à la fois protéger cette maison-là parce que c'est notre identité almeroise, mais il faut aussi construire. Donc, moi, j'ai envie que le promoteur construise son 32 logements, mais j'ai aussi envie qu'il protège le patrimoine. Merci beaucoup, M. Boivin, d'être passé à l'émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore. Merci. Il analyse, il décortique, il commente, mais surtout, il gosse. Politiquement incorrect, avec Émile Dufour. Dans un autre ordre d'idées, Émile, le gouvernement de François Legault a déclaré cette semaine que le prochain budget sera, là, et je cite, largement déficitaire, notamment en raison, on le sait, des investissements en santé et dans l'éducation, Émile. Ben oui, et comme on s'enligne vers un budget aussi déficitaire que mon intérêt envers la CAQ, là, j'avais envie d'aborder ça, le budget, parce qu'on va en avoir besoin d'un budget très prochainement, hein, parce que vous savez ce qui s'en vient très bientôt?
Dis-moi tout. Dis-moi. La semaine de relâche. Et qui dit semaine de relâche dit dépenses, frais, enfants qui crient, stress, resto, gaz, enfants qui pleurent, transport, panique, chicane, enfants tout court, point. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire un voyage où tu passes la moitié de la semaine à gérer de la tourista et l'autre des crises sur le Wi-Fi qui pogne pas sa plage, hein? Mon Dieu, j'ai presque l'air de pas aimer mes enfants. t'es aimes pas, là. Mais non, vous voyez, je les aime tellement que j'en ai pas fait. Mais si votre budget en prévision de la semaine de relâche vous déclenche une calvitie préméditée, j'ai la solution pour vous. Parce que moi, j'ai reçu en exclusivité par ma plug au Salon Bleu la liste officielle faite par la CAQ de suggestions d'activités pas chères à faire avec vos enfants durant la relâche. Vos ministres qui vous rédigent une liste comme ça, c'est-tu pas beau, hein? Du jamais vu, peut-être. Du jamais vu. Alors, la voici. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, vous propose sa toute nouvelle activité de réalité virtuelle qui plongera les petits et les grands dans l'univers mythique des 3,5 insalubres qu'ils ne pourront jamais se permettre maintenant que la C31 est passée. Voici l'expérience Duranceau 360. Préparez vos enfants à l'univers magique qui est la colocation avec 9 Français et un Belge dans un demi-sous-sol du plateau Mont-Royal à 4200 $ par mois qui sent le camembert en permanence. L'expérience Duranceau 360 comporte plusieurs autres activités comme initiation au flip immobilier avec la décoration d'une vieille boîte à chaussures et aussi comment évincer la petite voisine de la cabane que votre enfant s'est fait au sous-sol. Et finalement, elle vous fera la lecture du récit populaire « Comment séduire un propriétaire qui refuse une cessation de bail, les rouages du lap dance ». L'équipe Expérience Duranceau 31 vous attend au campement Guertin dès la semaine prochaine. Et maintenant, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, vous invite à son activité plein air de la semaine de relâche. Vous participez au déboisement du prochain site de Nordvolt avec tous vos amis. Vos petits sont fans d'animaux exotiques? Pas de problème, on en a trop. Avec l'atelier confection de lance-pierre et activité de taxidermie. Vous pourrez ramener les nouveaux amis de vos petits à la maison et on fournit même le sac de poubelle. La journée se terminera par une partie de cache-cache avec les justifications scientifiques qui ont disparu du rapport d'analyse du projet. C'est-tu pas beau, hein? On reste prêt pour la prochaine édition Initiation à l'acide à batterie. La troisième activité vous est proposée par Éric Girard lui-même, ministre de l'Économie, en vue du prochain budget qu'il déposera le 10 mars prochain. Venez aider le ministre à distribuer le budget de la prochaine année tout en vous amusant avec les plaisirs de la soustraction. Apprenez à faire un budget en période de... Voyons, excusez, je recommence. Apprenez à faire un budget en période de... Ils veulent pas que tu dises le mot, je pense. Pardon. En période de restriction budgétaire. Le charmant Simon-Jolin Barrette, pour sa part, vous propose une activité d'initiation à la discrimination. L'atelier se nomme 10 bonnes raisons de refuser l'accès à un enfant de demandeur d'asile dans une garderie subventionnée du Québec. Et finalement, courez la chance de gagner l'expérience ultime relâche propulsée par André Laforêt, ministre des Affaires municipales. André vous propose une immersion 360 dans la peau d'un élu municipal de la ville de Gatineau. Au menu pour la journée, table ronde sur ce qui est le plus toxique entre le climat dans les conseils municipaux ou un gars qui arrive au 4 jeudi avec sa Civic modifiée en criant « Méchante belle-père » à une fille sur deux. La journée se terminera par un jeu que l'on connaît tous très bien, la statue. Hein? Assis au milieu d'une salle, vous ne devrez pas réagir aux insultes ni bouger lorsqu'on vous remettra le fardeau d'une compétence municipale dont tout le provincial se crise depuis trop longtemps. En tout cas, moi, si j'étais vous, je perdrais pas de temps si je veux que mes enfants passent une relâche complètement bleu poudre. Mais j'ai jamais eu autant hâte à la relâche maintenant qu'il y a plein d'immersions 360. Tu m'as donné plein d'idées d'activités. Plein d'idées d'activités pour vous. Vous savez, les auditeurs, chaque semaine dans le segment du courrier recommandé avec Victoria Chartier, on vous demande de nous faire parvenir vos questions sur l'actualité. On choisit parmi tous vos questionnements le sujet du courrier recommandé de la journée. On a eu énormément de questions sur la messagerie texte avec... mais là, maintenant, avec le départ de France Bellil au poste de mairesse de Gatineau, qu'advient-il de la mairie? Est-ce qu'on va rentrer en élection bientôt? C'est ça qui revient le plus. Victoria, j'espère que tu es prête parce que j'ai activé le courrier recommandé. C'est l'heure du courrier recommandé avec Victoria Chartier.
Oui, Ève, Richard m'a demandé qu'est-ce qui se passe dans une ville si le maire démissionne. Est-ce qu'on part en élection tout de suite? Est-ce qu'on attend? On est un peu dans le vide actuellement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal de ne pas tout comprendre. La politique municipale, c'est quand même compliqué. Alors, j'ai fait mes recherches et je vous explique tout ça à l'instant. La mairesse a démissionné jeudi et ce, de manière effective, ce qui veut dire qu'en fait, elle ne s'est pas prévue un petit 2 semaines ou un mois pour terminer son mandat. Elle quitte vraiment maintenant. Mme Bellil avait nommé mardi de cette semaine le conseiller du district de Versant, Daniel Champagne, à titre de maire suppléant. C'est quoi ça, un maire suppléant? Bien, c'est un membre existant du conseil municipal qui est désigné pour remplacer le maire en cas d'empêchement. Il peut exercer l'entièreté des pouvoirs accordés à la mairie. Mais là, on va me demander, est-ce que le maire suppléant reste là jusqu'aux prochaines élections municipales? On se rappelle que toutes les municipalités au Québec élisent leur maire et leurs conseillers municipaux en même temps, et ce, à tous les 4 ans. C'est donc des élections à date fixe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura seulement un nouveau maire dans 2 ans? Eh bien non, car la démission de Mme Bellil a eu lieu à plus de 12 mois des prochaines élections. Et quand ça arrive au Québec, l'élection doit avoir lieu dans les 4 mois suivant cette démission. Alors, Daniel Champagne doit rester en poste durant cette période-là. Mais là, vient le temps de déclencher l'élection partielle municipale, et ça, comment ça fonctionne? C'est assez simple, c'est la greffière de la ville, Véronique Denis, qui va informer le conseil municipal du départ de la mairesse sortante. Là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Ils sont clairement déjà au courant qu'elle est partie, mais là, c'est un peu une sorte de formalité. Par la suite, c'est le maire suppléant qui va décider une date de cette élection partielle, mais elle ne peut pas avoir lieu n'importe quand. Elle doit avoir lieu dans les 30 prochains jours et ça doit être un dimanche. Pourquoi un dimanche? Bien, on veut permettre à plus de citoyens possible de pouvoir exercer leur droit de vote. Le déroulement de cette élection va également être supervisé par la greffière. Elle s'assure que l'élection ait lieu en bonne et due forme. Plusieurs citoyens aussi peuvent se demander, est-ce qu'on va voter pour un maire et d'autres conseillers? Eh bien non, car le mandat des conseillers actuels n'est pas encore terminé. Il n'y a présentement pas de siège de libre à remplir. La composition du conseil reste donc la même. 12 conseillers indépendants et 8 conseillers qui font partie de Action Gatineau. Par contre, on ne sait pas si dans les prochaines semaines, d'autres élus de Gatineau vont quitter leur poste suite au départ de France Bellil. Peut-être que ce départ surprise a déclenché des réflexions chez certains élus. Alors, ça reste à voir. On va certainement suivre ça de près. Victoria, t'es officiellement ma vulgarisatrice préférée. C'est maintenant l'heure du slam du poète pour les sourds avec Émile Dufour. Il manie les mots comme personne. Il sait faire rimer les voyelles. Il est rappeur à ses heures. Émile, on est samedi et comme à chaque semaine, on te lance le défi de préparer un slam sur un sujet d'actualité de mon choix. Je me donne ce droit-là. En ce moment, au Québec, là, on peut conduire une motoneige avec un simple permis de conduire normal, mais une coroner indique qu'il serait vraiment important d'exiger une formation supplémentaire pour conduire ces véhicules. Oui. On m'a toujours dit que ça prenait un permis pour conduire ma Yaris Canary ou ma moto verte Kiwi et je m'y suis toujours soumis. Mais qu'en est-il lorsque la neige nous donne le goût et que l'on habite dans un trou de prendre mon skidoo et d'aller se promener et de lâcher son fou? Fou, 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 c'est le bruit que fait mon skidoo lorsque je le conduis dans les temps un peu plus doux. Mais voilà qu'hier, une coroner a mis son pied à terre sur des airs plutôt austères sur les utilisateurs de ce véhicule de plein air. Parce que oui, on a appris que ça ne prenait pas de permis pour conduire ce genre de cavalerie. Je ne sais que penser de cette faille démesurée concernant la sécurité de ces véhicules à grande intensité. Intensité TT. Terminons cette dangerosité en obligeant les usagers à obtenir un petit papier plastifié qui assurera le plaisir de tous sans danger. Oui, je m'avoue, je suis fan de skidoo et je ne voudrais pas perdre le goût d'aller lâcher mon fou avec ma tante Guilou, que j'aime plus que tout. Ah, Guilou, je suis sûre qu'elle adore aller en skidoo. Elle adore. Et j'adore le skidoo aussi. Toujours un plaisir. Merci. Il est 12h27. Avant d'aller à la pause, je le disais un peu plus tôt, on a eu plusieurs réponses par texto 10477, dont un auditeur qui nous dit « En tant que franco-ontarien, je sens toujours qu'on me classifie à cause de mon accent, qu'il y a du jugement qui s'installe, comme si je n'étais pas un vrai francophone. » Je trouve que c'est quand même une réponse super pertinente parce que c'est vrai qu'on associe ça, qu'on associe les franco-ontariens qui seraient pas des vrais francophones, ce qui est pas le cas du tout, là, franchement. Mais en fait, la professeure qui a écrit le livre dont tu mentionnes, Ève, a parlé de ça, en fait, la notion de ne pas être perçu comme un vrai francophone, mais pourquoi on a la notion dans notre communauté de vrai francophone? C'est quoi les critères pour être un vrai francophone? Puis en fait, la personne qui a écrit le commentaire, probablement qu'elle a vécu du jugement, de la discrimination auprès des
peut-être dans son lieu de travail, auprès de sa famille, quand elle sort. Donc, c'est vraiment Comme intéressant. tu disais aussi au fédéral, là, qui ont de la misère, finalement, à parler leur langue maternelle. Puis j'ai l'impression aussi que les Franco-Ontariens sont un peu traités de la même manière dont on traite les Acadiens, en fait, dans la francophonie, où leur accent est souvent repris comme un accent, je sais pas, qui est comme pas considéré comme le français que l'on parle ici. Mais après ça, c'est quoi le vrai français? C'est Puis, quoi? en fait, la professeure aussi explique dans son livre que souvent, ce jugement-là, ça va être encore plus présent à l'extérieur des grands centres. Donc, l'Acadie, dans la franco... En Ontario. En Ontario, voyons. Donc, loin. très loin. Pas proche d'ici. Mais c'est vrai, puis c'est dommage aussi, je trouve, qu'il y ait un peu des ricaneries, qu'on rit de ces gens-là, parce que ça fait en sorte que tu as moins envie de parler en français, alors que c'est tellement une langue riche, une langue qui doit être respectée, puis Vraiment. qu'on a besoin Mais de garder. c'est culturel, c'est nos racines, puis je crois pas qu'il faut perdre ces racines-là. Je crois que c'est ce qui fait qu'on a une entité culturelle. Puis si on se met à perdre ça, on va tous se mettre à parler à la française ou quoi? Là? Ouais, puis je pense pas que j'aimerais Émile avec un accent français. Non, mais ça moi, j'adore l'accent du je Saguenay. pense que si on apprend à tous s'accepter ensemble, je pense qu'en plus, ça va revaloriser notre langue. Revaloriser notre langue, puis on va encore mieux la protéger, selon moi. Ah, maintenant, midi 29. Midi 29, est-ce qu'on m'entend? Oui, on prend une pause. On est au retour plus tard. On discute avec Danielle Champagne, qui remplace à titre de maire suppléant l'ex-mairesse de Gatineau, Madame France Bellil. Donc, restez avec nous. On se retrouve juste après la pause.